Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour vous parler encore d'un livre. Après vous avoir parlé de celui d'Alan Rickman, on va vous parler effectivement du tout nouveau livre édité par Minalima qui nous présente en fait 20 ans de travail sur les sagas Harry Potter et sur la saga des Animaux Fantastiques. Il faut savoir qu'on a été habitué ces dernières années à avoir à peu près tous les ans le premier tome de Harry Potter, puis ensuite le second tome de Harry Potter, et normalement cette année on aurait dû avoir Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, mais avec tous les retards liés à la pandémie, etc. Ils avaient également prévu ce livre, qui a d'ailleurs un an de retard, pour effectivement célébrer un peu les 20 années de collaboration de Eduardo Lima et de Mira Foramina sur donc Harry Potter et plus largement sur l'ensemble du Wizarding World, puisqu'il ne s'occupe pas, vous allez le voir, évidemment que de Harry Potter et que des animaux fantastiques. Alors, en fait, ce qu'il y a de génial avec ce livre, qui ressemble un peu à pas mal de livres qu'on a pu voir, comme La valise des créatures, etc., c'est que vous allez découvrir pour la première fois un certain nombre d'artefacts qui sont marqués en fait par un petit signal avec une main, qui n'ont jamais été effectivement vus dans les films. Donc là, pour le coup, on découvre quand même pas mal d'exclusivité. Alors le livre, il est très beau, il est très très riche, hein. On a franchement à peu près au moins, allez, on va dire entre 500 et 1000 on va dire artefacts qui sont représentés. Alors là, ça va par exemple des carnets de texte et des carnets d'exercices qu'ils peuvent avoir dans les classes à différentes époques, que ce soit à l'époque des Animaux Fantastiques, que ce soit à l'époque de Harry Potter, jusqu'à évidemment des artefacts qui sont beaucoup plus neufs, on va dire, et qui ont été vus par exemple dans Les Secrets de Dumbledore. Ce livre, entre guillemets, il ne remplace pas nécessairement les livres qu'on avait l'habitude de voir, notamment comme La valise des créatures ou comme le livre qu'on avait eu sur les archives de la magie pour les crimes de Grindelwald. Il ne remplace pas celui qui aurait dû sortir pour Les Secrets de Dumbledore. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même mis tout au long, entre guillemets, de ce livre, un certain nombre d'illustrations et d'objets qu'ils ont conçus pour Les Secrets de Dumbledore, et ça restait quelque chose d'assez intéressant quand même à voir et à, on va dire, étudier, mais ça on pourra vous en parler éventuellement dans de prochaines vidéos quand on vous parlera d'artefacts plus en avant que sur certains. Ça reste un livre, si vous voulez, qui est fait à la fois pour les grands fans de Harry Potter comme nous le sommes, pour les collectionneurs évidemment, parce que c'est aussi un très très bel objet de collection. Vous pouvez d'ailleurs le trouver sur la boutique de Minalima, donc la boutique officielle de la House of Minalima. Vous pouvez le trouver en version dédicacée. Alors par contre, il sera en anglais pour la simple et bonne raison qu'à ce stade, aucune date de, finalement de traduction française n'a été fournie par les éditions qui s'occupent habituellement de ce genre de livres. Alors traditionnellement, c'est plutôt Hugin and Muggin qui s'en occupe, et là pour le coup, c'est vrai qu'on n'a absolument aucune information sur une traduction en français. Il faut savoir que c'est un livre qui est assez, on va dire, intéressant, qui est plein de textes en réalité. On découvre finalement beaucoup de choses, notamment sur la manière dont ils ont conçu tel ou tel artefact, la manière dont ils se sont interrogés sur la forme qu'il fallait donner ou pas à tel ou tel livre. Par exemple, c'est le cas notamment avec les livres de Gilderoy Lockhart, où effectivement J.K. Rowling avait donné bon nombre d'indications, mais où il fallait se poser la question de savoir à quoi on voulait véritablement que ça ressemble, et surtout les rendre entre guillemets intéressants pour que le spectateur puisse les visualiser correctement dans le film. Donc là aussi, c'est aussi tout un travail qui est décrit par les deux concepteurs du monde visuel donc de Harry Potter. C'est vrai qu'ils le disent à plusieurs reprises dans le livre, ils se sont beaucoup inspirés des notes et des informations contenues dans les romans que J.K. Rowling avait laissés ici ou là, mais qu'il a fallu effectivement produire énormément de contenu pour finalement que sur les films ça puisse se voir. Lors d'une conférence à Paris qu'ils avaient pu faire dans une librairie du 9e arrondissement au moment de la sortie des Crimes de Grindelwald, donc le second volet des Animaux Fantastiques, ils avaient notamment révélé que sur certains films ils allaient jusqu'à produire parfois plus de 10 000 objets et de 10 000 entre guillemets illustrations, et que évidemment la très grande majorité n'était pas visible au cinéma et n'était pas visible entre guillemets à l'image. Il faut vraiment s'y attarder, etc. Et donc c'est vrai qu'ils ont fait un travail à chaque fois qui est absolument démentiel, et c'est une manière pour eux aujourd'hui d'exposer au travers de ce livre qui ressemble presque en fait à ce qu'on pourrait concevoir comme étant un catalogue d'art. Et ça permet effectivement de montrer un peu tout le talent qu'ils ont, le savoir-faire qu'ils ont, et puis surtout la manière dont ils ont fait évoluer au fur et à mesure des films un petit peu leur manière d'illustrer, la manière dont ils ont construit également les recherches, puisqu'il y a aussi tout un travail préparatoire dont on nous parle beaucoup dans ce livre sur comment est-ce qu'on va effectivement concevoir petit à petit les différents artefacts, comment est-ce qu'on peut les adapter à l'époque à laquelle ils datent finalement en réalité. Alors c'est vrai que pour Harry Potter, ça restait quelque chose de relativement simple. Pour les Animaux Fantastiques, il y a un travail qui est beaucoup plus complexe, parce qu'il faut se replonger par exemple dans l'époque quand on est dans
les États-Unis des années 20, des années 30, il faut se replonger véritablement dans la typographie, dans ce qui se faisait en termes d'architecture, dans ce qui se faisait également en termes, par exemple, d'illustration. Il y a tout ce travail-là qui a été fait pour les 3 volets des Animaux Fantastiques qu'on a pu découvrir à ce jour. Et puis, il y a aussi évidemment tout un tas d'artefacts qui sont des artefacts très connus, mais qui ont été très complexes à concevoir, comme par exemple la carte du maraudeur. Et la carte du maraudeur, on le sait, c'est quelque chose dont ils aiment beaucoup parler, dont ils avaient beaucoup parlé d'ailleurs à cette conférence. Et on s'aperçoit dans ce livre, en fait, qu'ils ont rédigé beaucoup de visuels avant qu'un soit retenu par Stuart Craig, puis également par J.K. Rowling, qui évidemment met sa plume et sa validation sur absolument tout. Et donc là, en l'occurrence, c'est vrai qu'on découvre par exemple une extension carrément de la carte du maraudeur telle qu'elle n'est jamais apparue à l'écran et qui avait été probablement refusée ou alors coupée au montage pour effectivement faire en sorte de laisser un petit peu plus de place à des morceaux plus intéressants de la carte. Et là-dessus, c'est vrai que pour le coup, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que ce sont des objets dont on pouvait imaginer entre guillemets l'existence, mais qu'on avait jusqu'à présent jamais véritablement vu. Et on voit bien qu'en termes de représentation, on est sur quelque chose de tout à fait différent de ce qui avait été imaginé au final. Et donc, il y a eu plusieurs évolutions. On ne dit pas voilà, qu'elles sont moins bien que les autres, mais c'est vrai que pour le coup, c'est vraiment intéressant d'imaginer tout ce travail, entre guillemets, toute cette conception qu'il y a autour en fait des livres et des films. Et là, en l'occurrence, on s'aperçoit pareil que même pour la coupe du tournoi des 3 sorciers, ils se sont posé un certain nombre de questions. Avec quelle inspiration faut-il aller chercher? Est-ce qu'on parle d'une coupe au sens propre du terme? Est-ce qu'on doit retrouver aussi, par exemple, on va dire, des petits clins d'œil à la coupe de feu? Enfin, il y a tout un tas de questions qui se sont posées au moment de la conception de la coupe telle qu'on la voit dans Harry Potter et la coupe de feu. Et là aussi, ça a été un travail quand même qui a été un travail assez monumental. Et c'est surtout un travail qui a toujours été en plein mouvement et en pleine mouvance parce qu'il a fallu s'adapter et parfois revenir sur des personnages et sur l'histoire de personnages dont on pensait entre guillemets le destin clos. Par exemple, quand on a vu la mort de Albus Dumbledore dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, il est très peu probable que Eduardo Lima et Mira Foramina se soient posé la véritable question de savoir si un jour ils devraient revenir à l'illustration autour entre guillemets des Dumbledore et de l'histoire des Dumbledore. Et en l'occurrence, il a fallu pourtant bien y revenir puisqu'il a fallu aussi concevoir tout un tas d'artefacts autour des Dumbledore, notamment la montre, notamment l'emblème de la famille Dumbledore, également le livre magique qui correspond véritablement à, on va dire, presque un annuaire au sens anachronique du terme pour les membres de l'Ordre du Phénix. Enfin, c'est vrai qu'il y a eu toujours tout un travail qui a été mis en place vraiment pour permettre, entre guillemets, l'évolution des différents types d'illustrations et la manière dont ça a été construit. Alors ce livre, c'est vraiment un livre, entre guillemets, qui ne se lit pas comme vous allez lire un roman, par exemple, ou comme vous allez lire Harry Potter. Là, c'est vraiment un livre que vous allez pouvoir consulter de manière assez régulière, notamment, par exemple, pour connaître l'histoire, et effectivement, de l'emblème, par exemple, pourquoi pas, des Dumbledore, comme on le voit à l'écran. Vous allez pouvoir vous y reporter, peut-être pour regarder, pas chapitre par chapitre, mais peut-être film par film ou artefact par artefact, une histoire, des anecdotes, où vous allez pouvoir découvrir finalement aussi tout l'envers du décor, entre guillemets, qu'il y a derrière la conception d'un film. C'est un peu le même propos qu'on vous tenait lors de notre critique du livre d'Alan Rickman, où c'est vrai que pour nous, ce sont des livres qui restent magiques, qui restent fantastiques, avec beaucoup d'informations dedans, et des films qu'on aime, entre guillemets, revoir et revoir et revoir encore. Mais pour Alan Rickman, voilà, c'était un boulot, c'était un travail comme un autre, et c'était très intéressant de voir cet envers du décor là. Et pour le coup, avec le livre de Minalima, on s'aperçoit aussi d'une autre facette, entre guillemets, du métier, qui consiste effectivement à se plonger dans une autre aventure, dans une autre manière de voir les choses, et dans finalement toute cette profusion de créations artistiques qui vraiment parfois ont des styles tout à fait différents. Et c'est vrai qu'entre les labels de potions et là ce qu'on voit à l'écran par exemple, c'est-à-dire tous les packaging pour la boutique de Farce à la trappe des jumeaux Weasley, évidemment on n'est pas du tout sur le même style, et donc il a fallu à chaque fois se réinventer de film en film, presque de plan en plan, et ça c'est encore une fois vraiment quelque chose d'absolument passionnant, et ils arrivent finalement à nous montrer que on n'est pas du tout dans la même logique finalement que quand on est dans un roman. Quand on est dans un roman, on découvre au fur et à mesure des pages, on s'invente notre propre imaginaire, mais eux, la complexité qu'ils ont eu à avoir, ça a été parfois de faire de cet imaginaire
très collectif qui s'est construit au fur et à mesure de la lecture par les fans des 7 romans de Harry Potter et de Harry Potter et l'Enfant Maudit. Il a fallu véritablement continuer à progresser ensemble vers un imaginaire collectif qui va se retrouver dans des pièces qui ne ressemblent pas nécessairement aux pièces qu'on s'était imaginées. Et là-dessus, ils ont dû remplacer beaucoup de fois. C'est vrai que maintenant, évidemment, quand on lit Harry Potter, on a souvent des visuels qui ont été établis par Minalima en tête et donc qui ont été validés par J.K. Rowling, mais c'est vrai que c'était peut-être pas nécessairement la manière dont on s'était imaginé les choses, nous, quand on a découvert et quand on a lu Harry Potter à notre tour. Et là, pour le coup, c'est quelque chose de vraiment intéressant. On peut prendre un exemple qui est tout bête, qui est la tapisserie des Blacks. La tapisserie des Blacks, là aussi, c'est quand même un véritable sujet. J.K. Rowling a fourni évidemment le matériel pour constituer l'arbre généalogique de la famille Black, c'est-à-dire qu'elle a donné les dates, elle a donné les naissances, elle a expliqué telle ou telle fratrie, etc. Elle est vraiment rentrée dans cette espèce de profusion d'informations, mais de l'autre côté, il a fallu donner corps et vie à cette tapisserie. Et cette tapisserie, aujourd'hui, telle qu'on a pu la voir par exemple dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, c'est devenu la tapisserie des Blacks. Forcément, aujourd'hui, quand vous relisez Harry Potter et l'Ordre du Phénix, vous n'avez plus votre propre vision de cette tapisserie, vous avez la vision qui vous a été offerte à travers le film de David Yates. Et ça, c'est quelque chose qui est très très intéressant, évidemment. Alors ensuite, on va nous montrer effectivement qu'il y a eu aussi toute une conception autour des accessoires. Effectivement, quand on voit le collier qui est ensorcelé, remis à Katy Bell par Draco Malfoy, quand on voit le retourneur de temps, quand on voit le pendentif reprenant le symbole des reliques de la mort dans Harry Potter et les reliques de la mort partie 1 sur Xenophilus Lovegood, là on est en train déjà de glisser véritablement entre guillemets dans la conception d'accessoires. Et alors on sait qu'aujourd'hui Minalima propose un certain nombre de prints qui reprennent effectivement les plus gros accessoires sur lesquels ils ont pu travailler, et c'est des choses vraiment qui sont très intéressantes, qui sont très très pertinentes et que nous on adore finalement pouvoir voir et découvrir au fur et à mesure de la publication à la fois de leurs prints. Mais là c'est vrai que dans le livre ce qui est différent, c'est qu'on apprend véritablement l'histoire de leur conception et la manière dont ils ont entre guillemets réfléchi à ce sujet-là. Et là pour le coup c'est quelque chose de très pertinent. Alors en plus évidemment, comme on le dit, le monde magique, on vous le dit très souvent dans des vidéos, ce n'est pas entre guillemets que Poudlard, ce n'est pas que le ministère entre guillemets de la magie, c'est un monde magique qui est beaucoup plus vaste. Et donc forcément quand on dit monde de la magie beaucoup plus vaste, ce monde il faut l'habiller. Et notamment sur Harry Potter et l'Ordre du Phénix, il y a eu la question par exemple des décrets d'éducation qu'on voyait arriver de manière extrêmement régulière dans le hall d'accueil de Poudlard et qui a été apposé par Argus Rusard. Et tout ça c'est aussi des choses auxquelles il a fallu donner corps, c'est-à-dire qu'il a fallu imaginer toute une typographie, toute une manière entre guillemets de concevoir l'aspect par exemple législatif, réglementaire qui est celui du ministère de la magie, là où il n'était que décrit dans les livres. Donc là il a fallu vraiment lui donner corps, il a fallu vraiment créer un visuel avec toute une nomenclature en fait et toute une typographie et une mise en page en fait, toute une charte graphique autour de ce qu'allait devenir en fait le ministère de la magie. Et là-dessus aussi c'est quelque chose qui est assez intéressant parce qu'on voit bien qu'ils ont véritablement travaillé en reprenant d'ailleurs des bases historiques un peu à droite et à gauche. Alors évidemment, comme on vous le disait, il n'y a pas que dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix ou Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé qu'apparaissent des documents de Minalima. Dans toute la saga des Animaux Fantastiques, là aussi il y a beaucoup de choses et que vous allez découvrir pour la première fois parce que c'est vrai que la communication telle qu'elle a été pensée sur les Animaux Fantastiques a été peut-être moins, on va dire, développée qu'elle ne le fut par le passé sur certaines autres franchises. Là en l'occurrence, vous allez pouvoir découvrir des documents que vous n'avez jamais vus à l'écran et qui pour le coup viennent renforcer quelque part un petit peu l'immersion dans le film, c'est-à-dire qu'on imagine véritablement la manière par exemple dont ils ont conçu toute la charte graphique par exemple du ministère des Affaires magiques de la France ou du ministère allemand de la magie. Là aussi ça reste vraiment un domaine qui est à explorer, absolument passionnant parce qu'il a fallu s'adapter à différents styles, à différentes époques, à différentes manières vraiment d'aborder les choses en reprenant des éléments de l'iconographie parfois soviétique, parfois de l'iconographie nazie. Il a vraiment fallu construire entre guillemets quelque chose de tout à fait différent en utilisant par exemple des typographies parfaitement germaniques et des fois parfaitement françaises. Donc tout ça c'était un vrai travail. On voit que ce travail a été décliné par exemple y compris pour le ministère de la magie brésilienne. Là on sait que évidemment pour Eduardo Lima qui est lui-même brésilien d'origine, c'est quelque chose qui comptait particulièrement. Donc il a fallu construire aussi toute cette logique là autour entre guillemets du développement en fait de l'identité visuelle autour de Vicente Santos et du ministère de la magie britannique
du ministère de la magie brésilienne. Donc voilà, ça reste vraiment, entre guillemets, un travail absolument fondamental qui a été fait. Pareil pour le ministère de la magie chinoise, où là aussi, même s'il n'y a pas beaucoup de visuels qui apparaissent dans les secrets de Dumbledore, et bien évidemment, il y a quand même toute une histoire derrière avec des choix graphiques qui ont été faits et des choix iconographiques qui ont été faits, alors que là, pour le coup, on rentre vraiment dans une parcelle du monde magique qui n'a absolument jamais été explorée et qui nous emmène vers des territoires quand même qui sont un petit peu différents de ceux qu'on a l'habitude de voir. Et là, pour le coup, c'est vrai que ça donne aussi quand même une idée de la charge de travail qu'il peut y avoir sur un film comme Les Secrets de Dumbledore, où évidemment, il n'y a pas que l'acting, il n'y a pas que les effets spéciaux, il y a tout ce qu'il y a derrière aussi qui est très très compliqué. Alors évidemment aussi, quand on parle d'identité visuelle, on va présenter aussi tout un tas de concepts qui ont été conçus pour, entre guillemets, éventuellement apparaître à l'écran. Et puis ces concepts ont changé, ont été invalidés, ont été détournés de leur usage parfois parce qu'il fallait effectivement penser à mettre en place d'autres types entre guillemets d'artefacts. Par exemple, sur effectivement toute l'iconographie autour du monogramme de Gellert Grindelwald, avec notamment ce lien des baguettes de la baguette de Suro ou des reliques de la mort, et il a fallu aussi penser par exemple que ce monogramme qu'on pouvait voir effectivement sur des documents imprimés pouvait l'être aussi par exemple sur la pierre, et c'est ce qu'on voit effectivement à Normandgarde avec le monogramme qui reprend les reliques de la mort sur une des pierres du château au moment où il tranche la gorge du Quillin. Donc là aussi on est vraiment sur quelque chose de très très intéressant. Alors ensuite aussi ce qui est vraiment très très bien, c'est qu'on va découvrir aussi des artefacts qui étaient présents sur le lieu de tournage, qui étaient véritablement présents à l'écran mais qui n'ont parfois pas été montrés. C'est par exemple le cas avec cette une du chicaneur sur Harry Potter l'indésirable numéro 1. Alors là pour le coup c'est un objet dont on peut vous parler parce que nous l'avons très récemment acquis, on vous le montrera dans les semaines qui viennent sur Instagram, et là pour le coup c'est vrai qu'on le voit reproduit dans donc ce catalogue, cette sorte de catalogue que nous propose Minalima, et le fait d'avoir pu effectivement nous le procurer, c'est aussi une manière entre guillemets d'explorer aussi une partie du monde magique qui était présente comme objet de tournage sur le plateau de tournage de Harry Potter et les reliques de la mort partie 1, et qui donc quelque part aujourd'hui trouve ses lettres de noblesse dans ce catalogue de Minalima, puisque ça n'avait jamais été montré jusqu'à présent, alors que ce chicaneur montre évidemment une partie très importante de l'histoire du monde des sorciers. Alors, évidemment, ils ne se sont pas arrêtés au film. On voit aussi, à certains moments, la manière dont ils ont conçu certaines des interactions qu'ils allaient avoir, par exemple, avec le Warner Bros. Studio Tour, c'est-à-dire la manière dont ils allaient proposer certains artefacts, dont ils allaient concevoir certains plans pour effectivement rendre ces studios de tournage, qui étaient des studios de tournage tout à fait classiques, tout à fait banals, faire en sorte qu'ils deviennent véritablement une attraction à part entière. Et on sait que, notamment au studio, on peut retrouver bon nombre d'artefacts qu'ils ont construits. Alors, autre partie qui nous intéresse, évidemment, tout particulièrement, c'est le monde magique de Harry Potter à Orlando. Parce qu'on vous le disait dans les vlogs qu'on vous montre semaine après semaine, que toute l'iconographie a été conçue évidemment par Minalima. Alors bon nombre de choses ont été reprises des films, évidemment, mais pas seulement. Et donc là, on va effectivement beaucoup apprendre sur la manière dont ils ont construit par exemple la carte, dont ils ont construit les sorts, dont ils ont construit les enseignes de boutique, les baguettes exclusives, donc du monde magique. Enfin, là-dessus, il y a vraiment tout un tas de choses. Alors ça se base principalement sur le monde magique de Orlando pour la simple et bonne raison qu'à l'époque, il n'existait que celui-là. Maintenant, leur travail est déclinable évidemment à Pékin, et déclinable également en Californie, au Japon. Il y a tout un tas de choses évidemment qui se passent autour du monde magique, on vous l'a dit, et donc là on va pouvoir voir des choses finalement que le visiteur européen qui n'est pas nécessairement habitué à se rendre sur le monde magique d'Orlando va pouvoir effectivement découvrir des choses qui ne correspondaient pas entre guillemets à des choses qu'il connaissait auparavant. Et là pour le coup nous c'est franchement tout un pan qu'on adore. Alors on découvre d'ailleurs des documents qui sont absolument inédits, on dirait presque des concept art, comme ce qu'on vous montre actuellement à l'écran avec la carte du chemin de traverse où on voit en fait pour la première fois la zone Moldu qui est répertoriée. Alors ensuite, cette carte, elle a évidemment beaucoup évolué, puisque ensuite, ils en ont fait une carte qu'on a notamment dans les baguettes, quand on les achète, les fameuses baguettes interactives au Wizarding World, on a effectivement une carte avec tous les sorts qu'on peut jeter. Et là, cette carte, en l'occurrence, pour l'instant, n'avait jamais été publiée. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, entre guillemets, de la découvrir, parce qu'on voit qu'il y a eu véritablement une véritable recherche qui a été faite, aussi d'un point de vue graphique, pour des parcs d'attractions, c'est-à-dire qu'on n'était pas que sur du numérique, on était véritablement aussi sur des dessins, sur des esquisses, et on n'était pas que sur du concept art qu'on voit généralement par exemple à chaque D23 pour ce qui concerne Disney, ou à chaque présentation d'une nouvelle attraction. On est vraiment là sur quelque chose de tout à fait différent, où il a fallu effectivement penser les choses un peu différemment. Alors on va se retrouver
aussi, par exemple, là en l'occurrence, avec une carte qui correspond en fait à un autre parc. En l'occurrence, c'était pas Orlando pour la simple et bonne raison que le lac à l'époque n'avait pas été conçu comme étant un lac. Maintenant, c'est le cas par exemple à Osaka, mais on va aussi s'apercevoir que sur ce plan, ils avaient encore intégré le fameux Dragon Challenge, hein, qui est une attraction oubliée dont on vous a parlé, qui a depuis été remplacée par l'attraction Hagrid Magical Motorbike Adventures. Et en fait, ce Dragon Challenge, c'était une vieille attraction qui était très très vieille à Orlando et qui a fini par disparaître. Alors on retrouve aussi, pour ceux qui auront suivi notre premier vlog à Universal, les fameuses affiches telles qu'ils les ont conçues et qu'on retrouve dans la boutique de Globus Mundi. Donc bref, vous l'aurez compris, ils nous présentent finalement, au-delà des films Harry Potter et les Animaux Fantastiques, tout ce qu'ils ont pu apporter au monde magique de J.K. Rowling. Et là, pour le coup, c'est vrai que nous, c'est quelque chose qui nous a vraiment parlé. C'est un livre qui est très riche, qui est très beau. Alors, encore une fois, malheureusement, il n'est à ce stade possible de se le procurer que en anglais. Il n'y a pas pour le moment de date de sortie entre guillemets qui est imaginée en France. Peut-être que c'est en cours, hein. Vous savez, des fois avec les maisons d'édition, il faut le temps qu'ils se mettent d'accord. Là, en l'occurrence, la maison mère, c'est HarperCollins qui édite ce livre. Donc, on va voir si évidemment il y a des contrats qui sont mis en place avec des maisons d'édition françaises. Nous, c'est ce qu'on souhaite parce que c'est vrai que ce livre mérite entre guillemets d'être communiqué vraiment à une audience très très large pour vraiment bien se rendre compte de tout ce qui tourne autour effectivement du monde magique et plus largement du travail et de l'apport qu'a pu réaliser Mina Elima donc sur les films de Harry Potter, mais encore plus loin évidemment avec les Animaux Fantastiques, avec le Wizarding World of Harry Potter, avec des artefacts notamment par exemple pour des expositions Harry Potter, notamment aussi pour par exemple comme là en fait une esquisse, un print qui a été réalisé pour les membres de l'équipe de tournage des Crimes de Grindelwald. Il en existe que 250 exemplaires de cette affiche. Nous avons réussi à nous en procurer une il y a maintenant quelques années. On est très très fiers de l'avoir dans notre collection. Pareil, effectivement aussi pour l'exposition Fantastic Beasts Wonder of Nature. Il en existe 100 exemplaires. Nous avons aussi réussi à nous la procurer. Là pour le coup, c'est vrai que voilà, il y a des choses quand même qui sont très intéressantes dans ce livre. On espère vraiment qu'il sera traduit en France. Vous dites-nous dans les commentaires si on vous a donné envie d'acheter ce livre, si vraiment on vous a donné envie de découvrir ces pages. Ça nous intéresse. Dites-nous aussi ce que vous pensez de ce qu'on a pu vous montrer à l'écran. Ça nous permettra d'échanger un petit peu tous ensemble sur ce sujet. Donc on se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles aventures et on vous reparlera de cet excellent livre de Mina Lima.